Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, Direct Santé qui vous parle de diverses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le cancer du col de l'utérus correspond à la présence des cellules anormales ou au sein de la muqueuse qui recouvre le col de l'utérus, c'est-à-dire la partie basse de l'utérus qui fait la jonction avec le vagin. Ces cellules deviennent anormales en cas d'infection prolongée par un virus, le HPV, transmis par voie sexuelle. Le cancer de l'utérus est le type de cancer le plus courant de l'appareil reproducteur féminin. Donc pour comprendre qu'est-ce que c'est que le cancer du col de l'utérus, donc je suis accompagnée de deux gynécologues ce matin. Donc Dr Lawson Body Latré-Daguet, qui est gynécologue obstétricienne à la clinique Biassa, et Dr Ega Kodjo, gynécologue aussi obstétricien qui travaille au cabinet L, qui est déjà venu dans cette émission nous parler un petit peu de tout ce qui concerne la femme. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci à vous d'être chez nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que nous sommes là. Bonjour docteur Ega, comment ça va? Bonjour, ici. Tout va bien? Bien. Merci pour ce travail merveilleux que vous faites, parce que on est là pour ça, on est là pour informer la population, on est là aussi pour que comme on dit, informer, sensibiliser, tout ce qu'il faut pour que la population aussi puisse aussi comprendre à leur manière qu'est-ce que c'est que ces pathologies. Donc aujourd'hui, on part sur le cancer du col de l'utérus. Docteur Lawson, pouvez-vous nous définir avec vos propres mots un peu qu'est-ce que c'est que le cancer de l'utérus? Du col de l'utérus, pardon. Je vous remercie. Comme vous venez de le dire, le cancer du col de l'utérus, c'est la présence de cellules anormales sur la muqueuse qui recouvre le col de l'utérus. L'utérus, comme nous le savons, c'est l'organe reproducteur de la femme. L'utérus a deux parties principalement. Il y a le corps de l'utérus qui se retrouve dans le bassin qu'on ne voit pas. Oui. Et il y a le col qu'on peut voir dans le vagin de la femme, qu'on peut voir à travers, lorsque nous examinons les femmes, on fait un examen au spéculum, on voit le col. Alors, on parle de cancer lorsque, à cause d'un événement, il y a des cellules qui commencent par se multiplier de façon anormale sur la muqueuse qui recouvre le col de l'utérus. Donc, voilà un peu la définition du cancer du col de l'utérus. Il y a le cancer du col de l'utérus, il y a le cancer du corps de l'utérus. Mais ce matin, nous allons parler uniquement du cancer du col de l'utérus. Comme on le voit sur la photo, là, pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Là, ça c'est le col, c'est ça? Voilà, là sur la photo, nous voyons le col de l'utérus qui est recouverte par les pertes blanches. Le col qu'on voit lors d'un examen, on a mis le spéculum et on voit le col avec son entrée qui est un peu ouvert, qui nous sourit. Voilà. Comme une bouche, là, comme comme une il bouche. disait tout à l'heure docteur Ega, c'est ça. Voilà. Donc les pertes blanches, on peut revenir sur la photo s'il vous plaît, la régie. Donc sur tout ce qui est toute la partie blanche, c'est ça au fait, c'est ça ces pertes blanches là-dessus sur le col, c'est ça le début de cancer, c'est quoi? C'est exactement ça? Non, ça c'est pas un début de cancer, c'est un col plus ou moins normal. Ouais. Lorsqu'on examine une femme, on met le spéculum, on voit le col. Le col est plus ou moins naturellement recouvert par des pertes blanches qui peuvent être physiologiques, c'est-à-dire Oui. normales, ou pathologiques en fonction de ce qui amène la femme en consultation. Et justement, comment on dit que c'est transmis par voie sexuelle, mais comment ça se fait? Bon, il faut dire que le cancer du col de l'utérus est transmis par le human papillomavirus. C'est un virus que près de 80% des femmes rencontreront un jour ou l'autre dans leur vie sexuelle. C'est un virus qui se transmet par contact sexuel, pas seulement, mais contact de peau à peau, de muqueuse à muqueuse, de peau à muqueuse. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir lors des rapports sexuels non protégés. On peut l'avoir également lors des rapports sexuels protégés. Parce que ce n'est pas seulement dans le sperme, mais lorsque on a un contact de peau à peau, ça peut se transmettre. Donc ce human papillomavirus, donc près de, comme je le dis, 80% des femmes l'auront, mais près de 70% des cas, ça va se guérir naturellement, spontanément, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Mais dans 10% des femmes, chez 10% des femmes qui l'auront, il y en aura certains qui vont développer des formes bénignes comme les condylomes, les verrues, qui pourront partir spontanément ou pas. Et dans ce lot, un certain nombre d'entre eux vont garder ce germe qui va se développer de façon insidieuse et va donner avec le temps des lésions précancéreuses
et quand ce n'est pas dépisté à temps, des lésions cancéreuses. Voilà un peu. 80% quand même de cas. Oui, 80% des femmes rencontreront un jour ou l'autre le human papillomavirus dans leur vie sexuelle. Oui. C'est pour cela que c'est une thématique dont il faut parler très très abondamment et qu'il faut insister sur le dépistage. Exactement. Mais comment vous détectez ça? Comment on diagnostique ça quand on vient vous voir à l'hôpital, docteur Ega, par exemple? Alors, je voudrais préciser quelque chose Bien sûr. concernant ce que vient de dire mon docteur Lawson. En fait, c'est que il faut savoir que dans la famille des human papillomavirus qu'on abrège HPV, PV, oui. il y a plusieurs souches. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes de la famille Lawson, et dans les Lawson, vous avez Latré, vous avez Folie, vous avez Cancoué et tout. Donc, il y a des différents types de HPV. Et donc, pas tous les HPV ne vont pas donner un cancer, mais certains vont donner. On est sûr aujourd'hui que certains d'entre eux donnent toujours un cancer. Et ceux qui ne donnent pas le cancer vont donner d'autres lésions qui ne sont pas graves, comme elle vient de le dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il y a une histoire derrière. C'est-à-dire, si vous avez connu dans votre vie 5 femmes et que chacune des 5 femmes a des HPV, donc vous rassemblez tous les HPV que vous avez collectés durant ces 5 relations, que vous allez transmettre à une femme, par exemple, qui n'a jamais connu de HPV. Donc, c'est-à-dire, si chez la première, vous avez eu 4 HPV, et que chez la seconde, vous avez eu 10 HPV, ça vous fait 4 plus 10, et ainsi de suite, vous accumulez les HPV que vous transmettez à une partenaire. Et plus vous cumulez des HPV qui sont oncogènes, qui peuvent donner le cancer, plus votre risque de cancer va être élevé parce que vous cumulez beaucoup plus d'HPV qui sont oncogènes, comme on disait. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser, comment ça se dépiste? C'est des examens simples qu'il faut faire. Il faut réaliser ce qu'on appelle un frottis. Le frottis, c'est le terme technique, mais c'est juste prélever des cellules au niveau du col qu'on a montré tout à l'heure. C'est un geste simple, hein, c'est un examen qui ne fait pas mal du tout, qu'on fait en 1 minute. On prélève les cellules, qu'on fait analyser pour voir s'il y a une transformation, si ces cellules restent normales ou si elles sont en train de se transformer vers ce qu'on appelle le cancer. Et donc, c'est lors des frottis qu'on découvre vraiment que la personne a le HPV. Bien sûr. Ah là là. Donc, elle disait tout à l'heure que soit, c'est pas forcément par voie sexuelle, de peau à peau, c'est-à-dire, c'est... Dites-nous. Non, c'est-à-dire que lorsqu'on a un rapport sexuel, par exemple, on sait que la peau du monsieur est en contact avec la peau de la femme. Donc, lors de ces contacts-là, il peut y avoir une transmission du HPV sans que ce soit... Parce que quelquefois, quand on parle de transmission lors des rapports sexuels, on a comme l'impression que c'est dans le sperme qu'il y a le virus qui se transmet à la femme. Dans le HPV, ce n'est pas forcément dans le sperme. Même sur la peau qui recouvre la vulve, on peut avoir le HPV. Donc, contact peau à peau, contact muqueuse à muqueuse. C'est pour cela que quelquefois, même chez les homosexuels, on peut avoir une transmission de HPV facilement. Même quand on a la pratique du sexe oral, les pratiques comme le cunnilingus, l'anulingus, on peut avoir le HPV. Ah là, il faut bannir plusieurs choses là. Oui. Donc il faut faire très attention dans ces cas-là, hein, parce que même en se protégeant, mais on l'a quand même, on peut l'avoir quand même. Oui, on peut l'avoir quand même. Même de toute façon, même chez les hommes qui ont l'habitude du sexe oral, par exemple, le HPV peut provoquer à la longue des cancers au niveau de la sphère ORL, par exemple. Donc, ce n'est pas que dans le sperme, mais au niveau de toutes les muqueuses qui recouvrent le périnée, on peut avoir le HPV. Oula, mon Dieu. Et où se propage justement le cancer de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus, en fait, quand on a le HPV, le germe adhère au niveau de la muqueuse du col. Et comme on le dit, quand c'est un HPV oncogène, c'est-à-dire un HPV qui a tendance à se développer en cancer, ça adhère au niveau de la muqueuse du col et ça se développe à bas bruit sur 10 à 15 années avant de devenir une lésion précancéreuse et plus tard une lésion cancéreuse. On a une photo justement, la régie, tu peux nous montrer la photo du col? Donc là où on voit le col. Lorsqu'on voit le col a 2 parties. Oui. Il y a l'exocole qui est
en superficie qu'on voit plus facilement. Et il y a l'endocole qui se retrouve à l'intérieur du col, qui peut être visible en fonction de l'anatomie de chaque personne. Oui. Donc, le cancer se développe à la jonction entre l'exocole et l'endocole. Donc, c'est une zone qui peut être visible chez certaines personnes, qui peut être moins visible chez certaines personnes. Et le cancer se développe au niveau de la jonction exocole-endocole. La première image du col. Donc, comme on voit là, sur la première image qu'on a eue tout à l'heure, donc qu'on a vu tout à l'heure, docteur, donc la photo qui recouvre les pertes blanches, là, qui recouvre Voilà. le col. Donc, c'est justement, il y a l'exocole qui est à l'extérieur, oui. et il y a l'endocole qui est à l'intérieur du col même. Et la zone de jonction, c'est la zone entre l'endocole et l'exocole. Et le cancer se développe souvent au niveau de cette zone-là. Ok. Bah, et justement, c'est là où après ça se propage, comment ça? Ça se propage, lorsque le cancer est là, ça se propage d'abord au niveau du col de l'utérus. C'est pour cela qu'il faut faire des frottis. Et avec le temps, quand ce n'est pas dépisté, ça peut aller vers le corps de l'utérus, ensuite vers tous les organes annexes, les ovaires, les trompes, les pipelons. En tout cas, envahir tout l'organe féminin de la femme et tout le pelvis. Donc on le voit là ou pas sur cette photo ou pas? Là, le human papillomavirus peut donner plusieurs lésions, donc, comme le docteur Higa vient de le dire. Là, on voit les lésions bénignes. Au milieu, là? C'est au milieu? Les condylomes latéralement à 7 heures, à 6 heures et à 3 heures. Et après, et donc du coup, parce que là, on va bien les... Si on peut avoir la première image du col, la toute première avec les pertes. Bon, on va revenir là-dessus, on va avancer et reviendra. Oui, celle-là. Oui. Donc, ce que disait le docteur tout à l'heure, c'est l'exocole et l'endocole. L'endocole, c'est la partie un peu rougeâtre avec le rouge à lèvres. On peut voir la photo, la régie, s'il te plaît? Voilà, merci. Le rouge à lèvres, là, vous voyez? À l'intérieur. Oui. Voilà. C'est ça l'endocole. Et vous allez voir qu'il y a une partie plus pâle, rosée, qui est à l'extérieur, qui est recouverte de pertes blanches. C'est ça l'exocole. Ok. Donc, l'endocole, c'est la partie un peu rougeâtre et l'exocole, c'est la partie un peu plus pâle. Plus pâle. Et le cancer va survenir sur la frontière entre l'exocole et l'endocole. Il y a une image qu'on pourra passer où on a fait une coloration du col, où vous voyez la limite, la frontière, comme je viens de dire. S'il peut passer les images, voilà. Voilà. Vous voyez là, il y a une zone de séparation nette entre la partie brune et la partie jaunâtre. Oui. Un petit trait. Vous voyez, c'est ça comme si on traçait une carte. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est sur cette ligne, sur cette carte que va naître le cancer. C'est la zone de jonction dont elle parle. Wow. C'est bien précis. Hein. Voilà. Sur Oui, cette lorsqu'on même fait des examens image, comme il faut. vous voyez, c'est bien défini. Il y a une partie brune et une partie rosée. La partie rosée, c'est l'endocole. La partie brune, c'est l'exocole. Et le cancer va naître sur la frontière, la ligne. Et comment ça évolue comment cette maladie-là? Alors, comme le docteur vient de le dire... Là, on voit bien, là. Oui. Ouais, là, on le voit très très bien, là. Le trait, là, qui... Oui, comme sur une carte. On dessine la carte du Togo, vous allez voir, il y a des contours. C'est justement pareil. Donc, ça va naître à ces endroits bien précis. À ces endroits-là. Ouais. Donc, comme elle vient de le dire, il faut comprendre le cancer de cette façon. Imaginez un fruit qui pourrit de l'intérieur. Vous ne savez pas. Et progressivement, cette pourriture va atteindre l'écorce ou la peau du fruit. On va prendre la mangue, la papaye. C'est à peu près pareil. Donc, le cancer va naître à l'intérieur et progressivement venir atteindre ce qui recouvre le col. C'est ce qu'on appelle la basale. Et c'est à partir de ce moment que ce cancer sera, on va dire, relativement grave. Parce qu'il a atteint un niveau la peau, oui. Voilà. Et les progressions, comme elle vient de le dire, vont être peut-être du bas vers le haut et aussi du haut vers le bas. C'est-à-dire l'organe le plus proche du col, c'est le vagin, il va atteindre le vagin. L'organe le plus proche, c'est le corps de l'utérus, comme elle avait dit au début.
Et si toutes ces zones sont atteintes, alors les organes les plus proches de part et d'autre vont également être touchés. Et dans les cas graves, tous les organes... Ça explose. Voilà. Oui, donc oui, il faut que ce soit détecté. Dès qu'on le sait avec le frottis, il faut commencer les traitements. Et c'est vrai que c'est compliqué quand une personne sait que bon, voilà, sa vie est normale et après on détecte ça. Après, ça complique tout. Oui, c'est justement pour cela qu'il faut commencer par faire les frottis. Dès qu'on commence par avoir des activités sexuelles à partir de 25 ans, on fait un premier frottis. Si c'est normal, on peut le faire 1 an plus tard et puis tous les 3 ans, il faut faire un frottis pour savoir si tout est bon ou pas. Parce que comme on vient de le dire, c'est un cancer qui évolue à bas bruit sur une dizaine à une quinzaine d'années. Donc pendant 10 ans, 15 ans, tu as le germe là, tu y es exposé et des fois même, on peut avoir un germe qui est oncogène, mais lorsqu'on a un contact et on voit d'autres germes qui sont oncogènes qui s'y ajoutent, comme le docteur Higal a dit, ça fait que ça multiplie la probabilité d'avoir le cancer du col de l'utérus. Donc, dès que on commence par avoir 25 ans, frottis systématiquement tous les 3 ans. Comme ça, quand c'est dépisté tôt, le traitement est facile et les chances de guérison sont plus ou moins complètes. Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que les femmes, elles ont, enfin, on sait, on a des douleurs, on a quelque chose ou pas? Lorsque le cancer du col de l'utérus, comme on vient de le dire, il est asymptomatique, pendant longtemps, on n'a aucun symptôme, Rien. zéro symptôme. Maintenant, avec le temps, lorsque les lésions deviennent plus sérieuses, on peut avoir plusieurs symptomatologies comme des saignements de façon inopinée en dehors des périodes de règles, ou bien la femme qui saigne, pas beaucoup, des gouttes de sang après les rapports sexuels. Parce que ça veut dire qu'il y a une lésion là-bas et lors du rapport sexuel, peut-être le monsieur l'a cogné un peu, ça fait que la femme voit des gouttes de sang qui peuvent ne pas l'inquiéter non plus, parce qu'elle peut le confondre par exemple à des saignements pendant l'ovulation, tout ça. On peut voir des gouttes de sang après les rapports sexuels. Il faut qu'on vienne à l'hôpital pour s'interroger sur la question. Quelquefois, ça peut se manifester par des douleurs, comme vous le dites, ou bien des gènes, mais de façon globale, lorsque c'est à un stade précoce, 0,6. 0,6. C'est pour cela qu'il faut faire le frottis. Oui, parce que là, s'il faut attendre des années après pour presque que ça s'aggrave et après commencer à courir, oui, il faut les frottis, c'est vraiment important. Hein. Mais est-ce que les jeunes vont systématiquement vers les gynécos faire des frottis ou justement consulter? Bon, je dirais a priori non. Hein. C'est pas dans notre culture de venir à l'hôpital pour faire un bilan gynécologique, par exemple. Donc, les gens viennent pour d'autres motifs, des infections, des désirs de maternité, autre chose. Mais pour faire un bilan et un frottis, je dirais non. D'où l'intérêt de cette émission pour sensibiliser la population sur cette thématique de... Les gens même viennent aussi pour les PV. Hein. Les gens viennent volontairement parce qu'on a envie de faire PV. Mais quand on parle de frottis, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne sont pas intéressés. Mais c'est... Moi, entre PV, que les gens font habituellement, le frottis, c'est le frottis qui est plus important. Mais les gens pensent que PV, c'est vrai qu'il y a des infections qui peuvent causer d'autres choses. Mais le frottis, quand c'est fait systématiquement, on dépiste à temps et on traite de façon plus sereine la pathologie. Et oui, c'est mieux de commencer tôt. Hein, de commencer tôt, comme ça au moins on sait sur quoi s'en tenir. Hein. Et quelles sont les conséquences justement de ce cancer de l'utérus? Bon, les conséquences, comme nous l'avons dit tantôt, hein, quand c'est une lésion qui détruit d'abord le col, ensuite qui se propage au niveau soit du vagin, soit du corps de l'utérus et les organes annexes. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Les saignements, comme on l'a dit. Mais à terme, quand ce n'est pas pris en charge tôt, la lésion ne se focalise pas seulement au niveau du col, ça se métastase, comme on le dit, ça se propage au niveau du corps de l'utérus, des organes annexes et au niveau de tout l'organisme. Parce que quand un cancer n'est pas pris en charge tôt, comme on vient de le dire, c'est des cellules anormales qui se reproduisent. Oui. Donc les cellules, c'est des choses qui sont très très petites. Les cellules peuvent donc diffuser, non seulement au niveau de l'utérus, non seulement au niveau du pelvis, mais au niveau d'autres organes, hein, la thyroïde, les os, et empiètent de façon importante sur la qualité de vie de la patiente et peut entraîner à terme un décès. Un décès. Écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.